Imaginez perdre 2,4 milliards de dollars par an à cause d'une seule décision. Maintenant, imaginez découvrir que ce n'était pas simplement une représaille, mais le premier mouvement d'une guerre que vous ne saviez même pas avoir commencé. C'est par un matin gris de mars 2025 que le monde s'est réveillé sous un séisme géopolitique. La Chine, le plus grand importateur d'énergie de la planète, a annoncé de manière abrupte plus une seule goutte de GNL, gaz naturel liquéfié américain, ne sera acceptée dans ses ports. Une coupure nette. Un geste qui coûterait des milliards de dollars par an aux États-Unis en exportation. Mais plus encore, cela coûterait du prestige, de l'influence, et peut-être même leur place de leader de l'économie mondiale. En surface, la décision a été justifiée comme une réponse proportionnée à la nouvelle taxe de 10% imposée par les États-Unis sur les produits chinois. Mais quiconque ne regarde que la surface rate la véritable histoire. Car cette décision n'a pas été prise à la hâte dans une salle de conférence à Pékin. Elle a été planifiée, articulée et répétée dans les coulisses d'une guerre en cours depuis des années. Un plan avec une date, des cibles et des conséquences soigneusement calculées. Le choc n'a pas été seulement économique. Il a été stratégique. Car le GNL, bien que souvent oublié dans les bulletins d'information quotidiens, est l'une des veines vitales du nouvel ordre énergétique du 21e siècle. C'est le carburant des industries, des chauffages européens en hiver, de la transition verte censée rompre avec le pétrole. Et en 2024, les États-Unis régnaient en maître sur cette nouvelle énergie. Plus de 91 millions de tonnes exportées, leaders mondiaux. Mais comme toute hégémonie confortable, les États-Unis n'ont pas vu l'abîme s'ouvrir sous leurs pieds. Tandis que les politiciens débattaient de réélection et de jets privés, la Chine observait. Et lorsque les États-Unis ont lancé leur attaque tarifaire, le coup d'envoi d'une nouvelle escalade commerciale. Pékin n'a pas répondu par des mots. Elle a répondu par une rupture. Et pas seulement énergétique. Géopolitique. En quelques jours, des contrats de plusieurs milliards ont été annulés. Les navires qui traversaient autrefois le Pacifique, sous pavillon américain, changeaient de route. Ou pire, restaient à la dérive. Les terminaux de GNL américains, autrefois bouillonnants de flux constants vers l'Orient, faisaient maintenant face à l'incertitude. Avec les contrats annulés, les pertes logistiques et les coûts de stockage explosaient. Le message de Pékin était clair. Vous nous attaquez avec des tarifs. Nous ripostons par l'absence. Mais ce que peu ont vu, c'est ce qui est venu juste après. La Chine n'a pas simplement exclu les États-Unis de sa matrice énergétique. Elle s'est immédiatement tournée vers l'Occident. L'Europe, affamée de gaz depuis la crise avec la Russie, a été choisie comme nouveau terrain d'influence énergétique chinoise. Allemagne, Italie, Pays-Bas, tous se sont précipités pour adapter leur politique, ouvrir de nouveaux terminaux portuaires, lancer des projets de stockage pour accueillir la nouvelle route asiatique. Et pendant ce temps, les États-Unis observaient, sans réponse. Comment un pays qui dominait le marché mondial du GNL peut-il perdre son deuxième plus grand client sans même négocier? Comment une décision prise par un gouvernement étranger peut-elle, du jour au lendemain, déstabiliser des centaines de contrats, des milliers d'emplois et des milliards de revenus? La réponse réside dans l'illusion d'invulnérabilité. Les États-Unis ont trop compté sur leur propre taille. Ils ont cru qu'il suffisait d'être les plus grands, les plus puissants, les leaders mondiaux en production pour être éternellement les plus désirés. Mais ils ont oublié que, dans l'ère de la multipolarité énergétique, ce qui compte, ce n'est pas seulement la production. C'est la confiance, la prévisibilité et la stratégie. Pendant des années, Pékin réduisait déjà sa dépendance au gaz américain, bien avant la taxe de 2025. En 2019, alors que les tensions commerciales montaient, la part du gaz américain dans les importations chinoises commençait à diminuer. De près de 20% à moins de 6% en 5 ans. Les signaux étaient là. Contrat avec le Qatar, coopération avec la Russie, construction de gazoducs avec l'Asie centrale. Mais les États-Unis, absorbés par leur guerre culturelle et slogans électoraux, n'ont simplement pas regardé.
Car en coupant le gaz américain et en le remplaçant par des flux asiatiques redirigés vers l'Europe, la Chine a humilié les États-Unis sur deux échiquiers à la fois. À l'Est, elle renforce ses alliances avec des partenaires énergétiques de longue date. À l'Ouest, elle pénètre directement le jardin d'influence américaine, attirant l'attention de l'Europe avec un coup de maître. À Bruxelles, les autorités célèbrent la diversification énergétique. Personne ne veut plus dépendre du gaz russe. Et le gaz chinois, via le Qatar ou l'Australie, est moins cher, plus flexible, plus politiquement acceptable. En coulisses, les diplomates européens murmurent sur la nouvelle ère énergétique. Une ère sans Washington au centre. Et au Texas, en Louisiane, dans les terminaux de GNL de la côte du Golfe, le bruit d'un empire qui n'a pas perçu que sa puissance énergétique était lentement rongée, comme de la rouille sous une peinture dorée. Mais peut-être que le pire est encore à venir. Alors que les États-Unis tentent de calculer l'ampleur des pertes et d'activer leur lobby pour limiter les dégâts, la Chine signe déjà de nouveaux contrats à long terme, stables et stratégiques, avec un ancien allié américain. Un allié qui, pendant longtemps, n'était vu que comme le petit frère. Et qui pourrait maintenant devenir le nouveau favori de Pékin. Quand le robinet énergétique s'est fermé à l'Ouest, l'Europe n'a pas gelé. Elle a simplement tourné le regard vers l'Est. Mais a-t-elle vraiment échangé un problème contre un autre? La décision soudaine de la Chine de couper les livraisons de GNL américains a été ressentie comme un coup de tonnerre à Washington. Mais son écho le plus fort, curieusement, a été entendu en Europe. Berlin, Paris, Amsterdam, Bruxelles, des capitales qui, un an plus tôt à peine, étaient obsédées par la rupture de leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, se retrouvaient désormais face à un nouveau réalignement. Le gaz naturel, autrefois acheminé par navire depuis les États-Unis, allait désormais arriver indirectement par la main ferme de la Chine. Et personne n'a osé dire non. Pourquoi? Parce que l'Europe a appris, de la manière la plus dure, que l'énergie n'est pas seulement une marchandise. C'est un bouclier, une arme, la frontière invisible entre souveraineté et soumission. Lorsque Poutine a coupé le gaz en représailles à l'aide européenne à l'Ukraine, des milliers de familles ont gelé chez elles pendant l'hiver. De petits commerces ont mis la clé sous la porte. Boulangeries, laveries, cliniques de quartier ont fait faillite. Les coûts de chauffage et d'énergie ayant explosé. Anna, une infirmière à Varsovie, a raconté à la presse comment elle dormait avec 3 couvertures, sans chauffage, et se levait à 4 heures du matin pour faire bouillir de l'eau dans des casseroles qu'elle versait ensuite sur les tuyaux pour éviter qu'ils ne gèlent. Une Europe du 21e siècle, vivant comme en temps de guerre. Tout cela à cause de l'énergie. Alors, lorsque la Chine a annoncé qu'elle redirigerait le GNL qu'elle achetait auparavant aux États-Unis vers les ports européens, personne n'a hésité. L'énergie, c'est la survie. Et la survie n'a pas d'idéologie. L'Allemagne et les Pays-Bas se sont empressés d'adapter leurs infrastructures. Le port de Rotterdam, déjà habitué à être un hub énergétique, a immédiatement lancé une extension de sa capacité de stockage. La France, dans un effort de dernière minute, a assoupli certaines restrictions environnementales pour accélérer l'expansion de terminaux flottants de regazéification. L'Italie, sans perdre de temps, a simplifié ses procédures douanières et logistiques pour permettre le déchargement du nouveau gaz chinois avec plus de rapidité. Tout cela en quelques semaines. Pendant que les États-Unis digéraient encore le choc, l'Europe tout entière s'organisait comme un engrenage bien huilé. Mais avec un nouvel opérateur aux commandes, Pékin. Et c'est là que le jeu devient plus complexe. Parce que ce nouveau flux de GNL asiatique n'est pas qu'un simple échange commercial. Il est porteur d'un sous-texte. Un message implicite. Nous sommes là pour vous. Même quand les Américains ne le sont pas. Ce geste a été interprété à Bruxelles comme du pragmatisme. À Washington, comme une trahison. Et de fait, le pragmatisme européen n'est pas un choix. C'est une nécessité. La guerre en Ukraine continue de drainer des ressources et d'alimenter les incertitudes.